tu en penses là de ce qu'a dit notre ami Charbel, de ce qu'ont dit tous nos amis justement. Tiens, déjà, toi qui as le biais là. Ce que je voudrais dire, c'est je crois que j'ai trouvé mon avocat, parce que merci pour tout ce que tu viens de dire, Carlo, parce que vu que je n'ai pas l'intention d'obéir à la moindre injonction coercitive qu'on va nous sortir dans les jours qui viennent, je risque d'avoir des petits ennuis. Donc, si tu veux bien me défendre... Avec un immense plaisir. Eh ben, merci infiniment, mon cher Carlo. Il n'y aura pas un complotiste, il y en aura deux. Et à côté de ça, moi, je trouve cette séquence très intéressante parce que elle intervient à un moment où aux États-Unis, par exemple, on a un Kennedy qui vient de supprimer la vaccination obligatoire pour les enfants. Il vient de supprimer la vaccination obligatoire pour les militaires. Etc., etc. Donc, j'attends avec impatience de voir ce qui va se passer parce que j'ai l'impression que cette pandémie, elle va pas être mondiale et je la vois bien, moi, plutôt limitée à l'Europe. Donc, on va voir ce qui va se passer. Pourquoi limiter à l'Europe ? Mais je sais pas, parce que moi j'ai l'impression, effectivement, t'as les États-Unis qui sont en train de sortir de l'OMS. Moi j'ai un peu peur, justement, que le gouvernement français se réfugie derrière, se défausse derrière l'OMS en disant ah ben non, nous on aurait bien aimé pas vous confiner, etc. Mais l'OMS en a décidé ainsi, donc c'est quand même eux l'autorité de référence, etc. Mais je pense que à partir du moment où, à mon sens, les États-Unis ne vont pas participer à cette mascarade, la mayonnaise va moins prendre que pour le Covid. Et comme je suis un complotiste, je terminerai sur une note complotiste. Est-ce qu'on serait pas en train de sortir ce truc-là pour occuper l'esprit des gens, en prévision de certaines révélations qui pourraient sortir? Lesquelles, par exemple? Mais je ne sais pas, moi. Pour en revenir à ce qui se passe en Iran, moi, il y a un tweet de Trump qui me fait beaucoup réfléchir depuis un moment, qui est de suivre la poussière d'uranium. Et j'ai l'impression que ça pourrait mettre en cause les Obama et compagnie. Donc voilà. Donc est-ce que nous avons affaire à un truc pour détourner l'attention des gens? L'avenir va nous le dire, mais l'avenir proche. Voilà. Merci à toi. Quand même, mine de rien, la crise sanitaire qu'on a connue a démontré que dorénavant, tout ce qui est santé a été transféré à l'OMS. Parce que là, c'est l'OMS qui a le lead pour le coup sur. C'est ça le problème. Alors, cher Carlo. L'OMS ne peut pas donner des injonctions. Parce que ce n'est pas une autorité, disons, étatique, avec un traité, même si le RSI, tout ça, il n'y a pas cette possibilité. L'OMS ne peut que donner que des conseils, et après le fait de devoir signer le nouveau règlement, d'avoir porté des modifications sur le 2005, hein, qui est existant, parce que quand les gens ont découvert l'OMS et le traitement de l'épidémie, était déjà, en 2005, on a déjà tout fait. Après, on a amélioré, on a tenté de recentrer les choses. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Charbel. Je crois que nous ne sommes absolument pas en dyslexie, bien au contraire. Le discours que nous faisons est univoque. Pourquoi? Premier point, la santé, pour 89% des Français, la santé est la chose la plus importante. Et ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que on a vu que la lignée 11 du préambule de la Constitution de 1946, qui est un alinéa, je rappelle qu'il n'existe pas dans la Convention, dans la Déclaration des droits de l'homme, il n'existe pas un principe de droit à la santé. C'est la ligne 11 dans laquelle il y a la santé et les loisirs. Je vous rappelle que la ligne 11 du préambule de la Constitution 46 parle santé et loisirs. C'est quand même extraordinaire. Donc, pour être en santé, il faut avoir des loisirs. Donc, les Français, ils ont quand même pas mal de loisirs, pas mal de ponts. Donc, ils sont en bonne santé. La Constitution de quelle année, tu dis? C'est le préambule de la Constitution de 1946. 46. Parce qu'avant 58, c'est la Constitution de 1946 qui a duré peu de temps, qui a été faite après, naturellement, tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, et poussée par la gauche. C'était avec un préambule qui renvoie. Donc, c'est 46. Et ça, c'est un point très important parce que du fait qu'on a créé un bloc de constitutionnalité, les principes que utilise le Conseil constitutionnel pour donner raison et pour faire la loi, ce n'est pas simplement la Constitution de 1958, mais c'est la Constitution de 1958, le préambule de la Constitution, qui renvoie au préambule de 46, qui renvoie aux principes fondamentaux, maintenant c'est les principes environnementaux aussi, mais ensuite, à la fin, à la déclaration. Ça s'appelle le bloc de constitutionnalité.
et n'est pas la Constitution. Parce que la Constitution, en tant que telle en France, est une Constitution technique qui ne contient pas des droits explicites, comme la Constitution italienne, où les droits sociaux sont dans la Constitution. Deuxième point, la santé étant prioritaire, en l'état actuel des choses, du fait qu'effectivement, il y a ce cas de hantavirus, l'exploiter pour redonner la confiance, c'est un premier point, mais aussi pour étouffer le reste. C'est une évidence. Si on peut prendre, on dit en italien, plusieurs pigeons avec une fève, mais je vais exploiter l'occasion. Je vous rappelle tout simplement que le prix du baril du pétrole, le Brent, et même l'autre qui est un peu plus gras, il n'est pas aussi haut que nous avons eu lors de la guerre en Ukraine. Donc en réalité, les prix de l'essence d'aujourd'hui, il n'a pas dépassé, parce que Total en plus a fait une opération de blocage du prix, le prix n'est pas le plus élevé qu'on ait connu dans l'histoire. Donc nous sommes en train de vivre une crise certainement économique, financière, etc., globale. Et aujourd'hui, l'utilisation de la santé comme un moyen pour venir faire une coupure transversale et éviter d'emmerder le cornu sur des mesures fiscalotes qui ne servent à rien et il n'y a plus d'argent dans les... Et d'ailleurs, et je terminerai sur un troisième point, une des choses qui ne permettra pas de mettre en œuvre le processus Covid, c'est qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Ouais. Et ils ne pourront pas le fabriquer. Parce que regarde, pourquoi l'essence est aussi chère? Tu as bien raison. Et plus cher qu'en 2022, parce que l'euro s'est cassé la gueule. Et donc, du coup, on achète l'essence beaucoup plus cher. Mais en réalité, les taxes sont toujours les mêmes qu'il y a 5 ans. Il y a une modification structurelle qui a été faite de la TIPP à la nouvelle. En réalité, nous avons des taxes qui ne sont pas nécessairement le subside de la TIPP. C'est la fameuse taxe environnementale qui est payée et qui est très lourde. C'est quasiment 18 centimes le litre, et qui est versé, qui est récupéré par tous les distributeurs, mais qui n'est pas reversé à l'État. C'est qu'en réalité, c'est une somme qu'on pourrait suspendre. On ne le fait pas. En Italie, par exemple, ils sont intervenus sur les accises. Ça a été un des points pour permettre un allègement, encore que même le prix est très élevé. Moyennement, en Italie, par exemple, avant même la guerre, le prix de l'essence et du gasoil est plus élevé qu'en France. Et c'est parce que l'Italie est beaucoup moins riche de raffineries, beaucoup moins riche de production, comme une société comme Total, qui n'est plus une société française. Hein. Dis-moi, chère Stéphanie, comment vont réagir les Français? Est-ce que les Français vont se faire berner à nouveau ou pas, d'après toi? Parce que j'imagine que parmi tes proches, il n'y a pas que des gens qui pensent comme toi. Mm-hmm. Est-ce que ceux qui sont, comme le dit notre ami au bon tweet, des normies, parce que j'imagine que tu en côtoies, qu'est-ce qu'ils te disent? Alors pour l'instant, je suis plutôt rassurée parce que je ne les vois pas s'affoler, je ne les vois pas ressortir le gel hydroalcoolique, je ne les vois pas sortir de masque. Donc je reste confiante. C'est trop tôt parce que la pression déjà par la contrainte n'est pas encore là. Donc je reste confiante. Après, je n'ai pas de boule de cristal. Je suis curieuse de savoir. C'est une transition pour le micro. Non, parce que je voulais poser cette question parce que évidemment, il y a la contrainte, etc. Puis là, on est seulement à des débuts. Hein. C'est ça. C'est une forme d'introduction, si je puis dire. Exactement. Mais est-ce que déjà dans cette introduction, tu sens quand même qu'il y a des gens qui commencent à en parler un peu, en disant « Ah, ben tiens, il y a ça Alors, pour ma part, je n'ai rien entendu d'inquiétant. Je dois vous le dire. Après, je ne suis qu'un petit baromètre parmi d'autres, mais je ne suis pas dit « Ouh là là, attention, ça commence à prendre ». Mais j'espère que personne ici, autour de la table, n'a entendu de choses inquiétantes. Non plus, non. Autour de lui. Non, j'ai pas entendu des choses inquiétantes. Bien au contraire, j'entends déjà comme tout à l'heure, ce professeur, mais il n'y a pas que lui, il y a le professeur. Mais est-ce que les gens ont gardé encore en mémoire cette période ou est-ce qu'ils l'ont effacée? Ça, c'est une question que je me pose. Tu sais, moi, quand je suis assis dans un bistrot et que j'entends des gens, je vais pas donner la tranche d'âge, mais qui discutent, vivement qu'on puisse aller, qui mettent en place la dose numéro je sais pas combien, pour qu'on puisse aller faire la vaccination Covid. Je me dis qu'il y a une certaine catégorie de la population qui a rien compris au film toujours, tu vois. Et puis que si jamais tu commences à ouvrir ta bouche, on te dit, moi l'autre jour il y a un gars qui me dit, j'étais en train de discuter, on essayait de parler un petit peu politique, on était au bistrot en train de boire un café, et le mec il me dit, il a eu le malheur de me sortir. Il t'a dit, je vais voter Gabriel Attal. Et il m'a dit, c'est un peu le genre. Il m'a dit. Il m'a dit nos élites. Je dis pardon. Je dis qu'est-ce que ça veut dire ça, nos élites? Il était incapable d'expliquer. Donc tu vois, regarde le truc, quoi. Tu vois, c'est pas des gens. Ça veut pas dire que les gens sont bêtes. C'est-à-dire que les gens ils sont totalement déconnectés, tout ça. Et puis il y en a une grande partie qui iront vers ce que leur dira BFM TV. C'est tout.
Mais Moi, je pense qu'ils suivront. Nous, on doit continuer. Ah bah nous on continuera, Parce que- mais alors- il me parle de la population, il parle pas de nous. Justement, moi j'allais rebondir là-dessus. Donc ils sont en train de lancer un narratif qui ressemble pour l'instant comme un frère jumeau à Il est celui prudent. de 2020. Il est prudent, hein. Ouais. Il le fera avec prudence. Mais je pense que nous, on doit saisir cette occasion-là pour changer notre discours. C'est-à-dire que C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit Bah, faire? on a vu pendant 2020 que les discours sérieux, en fait, on résiste pas au rouleau compresseur médiatique. Enfin voilà, ils ont des moyens que nous on n'a pas, etc. Et là, sur ce coup-là, je pense que opposition, discours catastrophiste, discours sérieux, ça va pas le faire. Enfin, ça le fera pas plus qu'en 2020. Moi, je pense qu'il faut vraiment se foutre de leur gueule. C'est-à-dire, Bah, qu'est-ce assez que tu de ferais, recul, toi? on a Qu'est-ce que assez tu as de commencé à faire sur ton tweet? Regarde le truc que je t'ai envoyé là, Ouais. tout à l'heure, où on voit un mec qui est en train de pleurnicher sur le hantavirus, et on a le même qui était mourant pour le Covid, voilà, la même photo, le même mec, etc. Donc soit le mec a vraiment pas de bol, soit on se fout de notre gueule. Du coup, si, hein, Non, mais je pense qu'on se fout de gueule. Ouais. Ah oui, Voilà. numéro 2. C'est le numéro 2. Moi. Donc bref, moi je pense que maintenant faut les tourner en dérision et dégommer leur discours. Tu vois, on a assez de recul, on a assez d'exemples. Le café assis, le café debout, le masque obligatoire, le masque, le masque. Ouais, Qu'est-ce que t'en le penses, DSA, Stéphanie? Justement, qu'est-ce qu'il faut faire là? Est-ce que Il faut en rire. L'humour est une arme redoutable, hein, effectivement. De toute façon, on a. par exemple, toi, tu as tes capsules, un oui, peu je comme celle continue de mes Laurent. capsules. Oui, je pense que je vais faire Parle-nous-en, tiens un peu. les films libres. D'ailleurs, je vais tourner Les Castors bientôt. D'accord. Les Castors qui. Tu vas peut-être, j'imagine, parler de cet hantavirus. Ah oui, je vais en parler parce que là, je peux pas. Donc voilà, est-ce qu'il faut peut-être, voilà, par le biais de voilà, parce qu'en fait, ils veulent nous imposer quelque chose. Voilà, un narratif. Tout à fait. Et très bien, on en a parlé des constats, ok. Mais qu'est-ce que nous, on peut faire justement pour bloquer ce narratif? Et bien effectivement, faire de l'humour autour, en parler autour de soi, sans être agressif, effectivement, parce qu'on a remarqué que ça ne marchait pas tellement, l'agressivité, le frontal. Et peut-être poser des questions par rapport à ce qui a été vécu dans le passé autour du Covid, de ce qui n'a pas marché, ce qui a été un peu contraignant, voire très. Et puis, je sais pas, oui, poser des questions. Je pense que c'est le seul remède, finalement, amener l'autre à douter et à se poser des questions. Je vois pas de meilleure solution. Mais il y a encore des gens parmi vous, parmi vos amis, vos proches, qui vous reparlent encore de cette époque-là, de 2020. Moi, tous ceux que je connais non. qui ont été vaccinés, ils veulent plus le faire. Hein. Ça, c'est Et clair. ils veulent plus en parler. Ils veulent plus entendre. Ouais, Mais, c'est mais clair. tu vois, on parlait tout à l'heure là de Claude Maluret, donc moi, je le déteste évidemment, mais faut lui reconnaître, le mec a un vrai talent, il sait écrire, voilà. Et j'ai un de mes potes qui est un normie en chef. Moi, c'est mon maître étalon pour prendre le pouls de ce que pense la population française. Et le mec trouve que Maluret est quelqu'un d'exceptionnel. Et Maluret, c'est vrai qu'il utilise pas mal l'humour pour faire passer ses messages. C'est son humour à lui. Hein. Non, mais d'accord, mais le truc marche en tout cas et ça percute auprès des gens. Est-ce que Et moi, ton ami Normie peut se faire à nouveau avoir? Un normie de ah bah oui, mais d'ailleurs je lui ai envoyé un texto pour lui demander s'il allait se faire vacciner contre Il a dit oui. Il m'a dit tu me fais beaucoup de peine. Voilà, donc Ça l'a vexé. je te jure que c'est Cher Carlo. Je suis absolument d'accord sur le fait que le discours sérieux et surtout médical, fait par des personnes qui ne sont pas des médecins, est une guerre perdue avec les médecins. Parce que la manière la plus simple de dénigrer quelqu'un, c'est dire t'es pas médecin, t'es pas pharmacologue, et c'est ça qui est le point. Quand on prend dans l'histoire, et surtout le côté pamphlétaire français, qui est vraiment français, et ça c'est important, parce qu'il faut que GPTV reste aussi un peu pamphlétaire, comme nous le sommes un peu aussi avec la diarrhée, en rappelant que c'est quand même elle qui est la plus grosse épidémie actuellement en France. C'est pour ça que le cacamou demande des couches et des couches de qualité. Et là aussi, est-ce que nous avons des couches de qualité pour lutter contre le cacamou, qui reste la plus grande, 40 cas sur 100 000 habitants, plus que le Covid, etc. Mais pour terminer, Michel de Guiderode, dans l'école de Buffon, dit que l'ironie est source riche de divertissement. Et Molière, il était ami à la cour de roi,
Mais les pièces de théâtre de Molière, c'était l'ironie du monde de la monarchie existante, de la bourgeoisie de l'époque. Et c'est avec ça que le cocotier a été secoué, mais il ne pouvait pas faire autrement. Donc nous aussi, alors là je suis d'accord, c'est pour ça que j'adore tes tweets et j'adore toute l'ironie que tu peux mettre dedans, c'est un moyen de faire réveiller, parce que il n'y a rien de plus fort que toucher quelqu'un à part le biais de l'humour. Mais après, nous devons être des techniciens. Parce que le droit, et je le dis pas parce que je suis juriste, si Réaction 19 a vécu et continue à vivre, c'est parce que des gens n'ont pas quitté Réaction 19 et qui continuent à comprendre que sans le droit. Et quand je vous donne l'exemple du décret, quand tu parlais des masques, mais il suffisait à l'époque que tu ne suivais pas mes vidéos, c'est bien dommage, parce que il n'y avait pas. Je ne l'ai plus mis, je ne l'ai plus mis. Non mais il n'y avait pas à avoir des PV. On les a fait tous sauter. Ce qu'on a fait, on a mis les formules, les restes sont toujours. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de disposition dans le décret qui disait qu'il fallait porter le masque. Et donc, moi, je l'avais mis en exergue. Non, mais tu pouvais l'avoir. Je disais, vous avez le masque? Oui, je l'ai. T'as ton permis? Oui, voilà mon permis. Mais tu ne le mets pas? Non. Parce que, non, parce que de le mettre, et il est où le texte? Quand tu demandes à quelqu'un qui veut te faire un tu veux donner moi le texte. C'est pas le code NIF-NIF, ou NIF-NAF. C'est le texte pour et dire, tu écopes. Alors ils étaient emmerdés, mais il y a la photo. Je dis, mais la photo, c'est de l'iconographie. C'est pas un texte de loi, c'est pas un texte réglementaire qui dit que je dois mettre le masque sur les oreilles. Alors, le masque, je le mets où je veux. Où je veux, l'important, je l'ai. Voilà. Et c'est pour ça que, quand je prends le décret, et je ferai l'article demain, qui sera sur le site par rapport à l'arrêté, ils ont couru pour faire ce décret dans la nuit, pour remplacer l'arrêté qui est un arrêté de panique. Et il faut savoir lire. C'est pour cette raison que je dis que le droit, moi je ne me suis jamais érigé, je n'ai jamais dit aux gens ne vaccinez pas. J'ai dit simplement que par rapport au syllogisme que je faisais, ce n'était pas un vaccin. Pas parce que j'analysais médicalement, parce qu'il y avait une définition de vaccin, et notamment en mettant en exergue qu'il n'y avait rien qui avait été examiné sur la question de la transmissibilité. Moi, je ne peux pas évaluer. Mais ce qui est intéressant, ce que dit Carlo, cher Charbel, c'est qu'en fait, souvent les gens me disent « Ah oui, mais le système, il a 10 coups, 100 coups d'avance, je ne sais pas. » Et en réalité, Charbel nous explique que le système... Ils sont pas si, oui, Carlo, pardon. Que le système ne sont pas si bons que ça, en fait. Qu'ils sont même assez nuls, en fait. Alors, peut-être qu'ils sont nuls, peut-être. Alors, ça, c'est la partie de Carlo. Moi, mais c'est quand même pas rien. Non, c'est pas rien. Mais moi, il y a un autre truc sur lequel je veux alerter. C'est parce que tu parlais tout à l'heure que qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, l'humour, tout ça, machin. Il faut quand même se méfier d'un truc. Là, c'est pas la même période juridique qu'en 2020. Là, il y a le DSA qui est là. Le Digital Service Act, ça veut dire qu'il est tellement... Et en plus, quand on lit le DSA, c'est tellement flou, on peut mettre tout et n'importe quoi et n'importe qui dedans, que pour n'importe quoi, tu peux te retrouver avec la langue coupée. Ça veut pas dire qu'il faut se taire, il faut rien dire, bien au contraire. Moi, ce que je dis, c'est il faut le dire avec grande subtilité aujourd'hui, passer le message avec grande subtilité. Nous, en tant que communicants, je parle pas en tant que juriste, toi tu frappes avec la loi. Et non, pas avec la loi. Avec le droit. Avec le droit, oui. Parce que la loi, c'est là. Le droit, c'est un mécanisme. Non, mais c'est pas méchant. Oui, c'est un mécanisme qui te permet de lire les choses autrement. Parce que si tu penses à la loi, tu prends le journaliste du Parisien, il dit voilà, le décret qui est sorti, qui permet de confiner, machin, et la sanction, c'est que tu pars en tôle. C'est écrit noir sur blanc dans l'article que j'ai ici. Avec le droit, mais nous, en tant que communicants, nous, c'est pas notre métier, et on doit faire attention vraiment à ce qu'on raconte. Moi, j'ai eu un compte TikTok à 302 000 abonnés. Qui t'ont sauté? Qui était sur le coup de sauter, mais à une infraction. Mais banni, carrément. Là, ça fait 3-4 semaines que je publie rien dessus. Ça fait 3 semaines, je crois, que je publie rien dessus. Le temps de laisser passer Pourquoi? J'en sais rien. Et en fait, quand tu retrouves les vidéos donc, que tu as mis sur TikTok, que tu mets partout, parce que moi, mes vidéos, je fais pas une vidéo pour là, une vidéo pour là, eh bien, tu te retrouves que sur certaines plateformes, notamment américaines, comme YouTube, Facebook, ça va. J'ai même pas un seul avertissement, je touche du bois. Mais sur TikTok... ça va pas. Pourquoi? Et quand tu creuses, quand tu vois qui a le contrôle sur TikTok, c'est la Macronie qui a le contrôle de TikTok. Ils ont le contrôle de TikTok. Mais oui, mais par quoi? Parce que moi, l'info, je la connais, mais moi, je pense que c'est les signalements de masse. Non, mais c'est pas que. C'est que TikTok, en France, il y a dans le conseil d'administration Monsieur Xavier Niel. Eh oui, tu vois. Qui est Monsieur Xavier Niel? C'est président de Free, certes, mais pas que. C'est aussi le patron de Mimi Marchand, puisqu'il est propriétaire. Il est la copine de... Voilà, il est propriétaire de Best Image.
Et d'ailleurs, c'est Xavier Niel qui a présenté Mimi Marchand et Best Image à Brigitte Macron. Et c'est lui qui a récupéré Best Image Et quand oui, ça puait la merde. c'est ça. Et en plus, il est le gendre de Bernard Arnault, qui est quasiment le président bis de ce pays. Donc du coup, forcément, Ouais, TikTok donc, est plus... Ça rejoint ce qu'on disait, sensible. c'est-à-dire qu'il faut le faire, mais il faut le faire avec grande subtilité, parce que l'objectif numéro 1, c'est de continuer à communiquer et de démonter les narratifs. Mais moi, je vais vous dire, concernant le DSA, alors certes, ça va être très pénible, mais je pense pas qu'il soit totalement mis en place, en tout cas pour le côté... c'est-à-dire... Ça, c'est on va l'emprunter- Tu parles de chat control, le scan des messageries. Non, c'est-à-dire pour se connecter avec son visage, Ah oui, là, voilà. L'identifiant, voilà. L'identification. Parce Non, moi, que... je parle même pas de ça, je parle de la censure. Ah oui, ça c'est Je parle autre de chose. la censure, mais c'est ça. Mais pourquoi je dis ça? Parce que tu as bien vu que les réseaux sociaux américains, dorénavant, sont beaucoup plus light qu'ils n'ont pu l'être Depuis l'arrivée de Trump. depuis l'arrivée de Trump. Et je pense que tant que Trump est là, et alors c'est bien de le critiquer, mais c'est aussi bien de dire ce qu'il fait de bien, pour le coup. Et ça, c'est une réalité. C'est que tant qu'il est là, on aura une forme quand même encore de liberté d'expression. Et moi, je peux vous dire que je suis aujourd'hui plus libre sur YouTube que je ne le suis à Radio Courtoisie. Et c'est pas à cause des patrons de Radio Courtoisie, hein. C'est parce que l'ARCOM, moi j'ai été signalé au moins 4-5 fois à l'ARCOM. Hein. Mais si je peux me Pour des permettre- émissions qui sont pas, tu vois, qui sont pas très loin. Hein. Si je peux me permettre, moi je voudrais vous lire quand même un tweet là qui a été fait il y a un jour par Pavel Durov, donc le patron de Telegram. Le gouvernement français est en panique. Ils savent qu'un important changement politique en 2027 exposera leurs méfaits. Alors ils essaient de faire taire les plateformes de liberté d'expression sous n'importe quel prétexte qu'ils pensent pouvoir faire passer. Voilà. Donc je pense que des choses se préparent. Voilà. Mais je suis obligé de rester vague parce que j'ai aucune idée de ce qui se prépare. Mais je rejoins le côté un peu truc un peu en catastrophe. Mais moi, je vais te dire une chose. Nous, nos médias, Géopolitique Profonde, TVL, Toxin, etc., les Incorrectibles et tous les autres, on a 2 ans, Tribune Libre aussi, tu vois, on a 2 ans pour grossir, faire péter le truc et être les Joe Rogan français, si tu veux, tu vois, Alex Jones et compagnie. Parce que tant que Trump est là, ça va, parce que si le DSA va sur YouTube, contre YouTube et compagnie, ça veut dire que ça va contre les intérêts américains. Et là, Trump, rappelle-toi, il avait déjà montré les dents contre ceux qui voulaient faire fermer un peu X. Ouais. Et là, du coup, voilà, on a vraiment 2 ans. Après, si c'est un genre de démocrate ou je sais pas quoi, bon, là, ça c'est autre chose. Je te dis, moi, je trouve que ce truc-là de Pavel Durov est très important. Alors, Stéphanie Carlo, vas-y. Ça marche. Alors, je voulais rajouter quelque chose à mes yeux, très important. Tu me posais la question. Donc, effectivement, une personne qui prend peur face au hantavirus, on peut effectivement faire jouer le doute, l'humour, et aussi lui montrer, justement, puisque nous ne sommes ni médecins ni scientifiques, lui montrer, par exemple, par les travaux de Pierre Chaillot et de Michel Drezen, qui sont, eux, des scientifiques, l'un biostatisticien et l'autre qui a étudié la biologie, qu'il n'y a pas de consensus scientifique. Par exemple, je me suis intéressée à leurs travaux. Il a été démontré que le scorbut, il y a longtemps eu un fantasme autour du scorbut. Le patient zéro avait été trouvé sur un bateau. Là aussi, on se retrouve sur un bateau. Pendant des siècles, on a cru que c'était une maladie qui se transmettait d'homme à homme. Donc, c'est l'occasion en plus d'effectivement de faire culpabiliser les gens, de dire que l'homme devient une espèce de déchet toxique responsable de la maladie qu'il transmet à l'autre. Il est donc coupable de porter la poisse. Et donc, ce scorbut, au bout de quelques siècles, on a fini par comprendre, voilà, que c'était une carence en vitamine C. Et donc, comme dit Pierre Chaillot, il dit, on a longtemps eu le mythe ou l'illusion de la diffusion d'être humain à être humain. Donc, il y a quand même la connaissance, je veux dire, il n'y a pas de preuves. Il questionne, alors attention, parce que je sais qu'il est très critiqué, donc Pierre Chaillot, moi j'ai écouté ce qu'il dit, il ne dit pas que les virus n'existent pas. Et lui et Drezen questionnent la virologie et le virus comme étant seul agent pathogène ou agent pathogène tout court, en tout cas dans certaines maladies. Et donc, Chaillot a noté une parfaite corrélation entre les chutes de température en France depuis 15 ans, donc une corrélation à 90%, ce qui en biostatistique est quasiment une corrélation parfaite. Et donc, et ce nombre de décès chez des personnes âgées. Voilà, il faut savoir quand même que le Covid a tué essentiellement chez les plus de 70 ans. Et donc, Drezen et Chaillot ont remarqué que
dans l'accélération des décès était à montrer du doigt les coups de froid, ce qu'ils appellent les inversions thermiques. Et donc, Dreesen explique que les coups de froid empêchent les particules polluantes de monter dans l'atmosphère. Donc, vous vous retrouvez dans une espèce de chape de plomb de particules polluantes qui ont un niveau oxydatif différent. Donc moi, je rentre pas dans les détails, je ne suis pas scientifique, mais j'inviterai vraiment les personnes à aller suivre ces travaux, parce qu'en plus, Dreesen a écrit un livre qui s'appelle Enquête, en 2 mots, Enquête de santé, et il questionne aussi la présence de mycotoxines dans nos aliments. Ce sont des toxines qui sont produites par des champignons et qui peuvent aussi être responsables de maladies. Donc en fait, les maladies, elles ont des causes multiples, et on met tout sur le dos du sacro-saint virus et de la sacro-sainte contagion. Est-ce qu'il y a aussi de l'épandage, choses comme ça? Les épandages, ils en parlent régulièrement, tout à fait. Les épandages qui sont des produits dits phyto, mais qui n'ont rien de phyto, qui, dits chaillot, sont en fait bien toxiques. Et en période d'épandage, plus de personnes sont malades. Donc en fait, la science, c'est un débat et c'est le doute. Voilà, et c'est pas les affirmations et encore moins la peur. Merci à toi. Carlo? C'est la corrélation droit à l'information, droit à l'expression et santé. Je rappelle que les textes concernant la santé en France, ce sont des textes draconiens. Que toute position prise à l'encontre de quelque chose pris par l'État est pénalement sanctionnée en matière médicale. Que les médecins, dans le cadre de leur code de déontologie du code de la santé publique, ont l'obligation de soutenir toutes les mesures gouvernementales prises en matière de santé. Donc, à l'état actuel de choses, l'une des parties les plus verrouillées dans le cadre de l'information est la santé publique. C'est pour cette raison qu'on va tester, et là, c'est encore un test qui est très important pour nous, quelle sera notre capacité à communiquer et à informer et à se battre face à cette opération antivirus. J'attire, vous pouvez aller voir le document de l'INSERM, qui est daté je vous dis le document de l'INSERM, qui est daté du 1er mai 2026. Ce document, il est vraiment extraordinaire, magnifique, parce qu'il parle de l'antivirus d'un ton d'une simplicité monstrueuse. Je veux voir ce que l'INSERM va faire dans les prochains jours, je vais suivre, parce qu'on a vu, en matière de coronavirus, comme on a parlé en anglais, découvert en 1956 par une stagiaire portugaise qui travaillait en France, dans le cadre d'une tige d'un nez d'un enfant, c'est comme ça qu'on a découvert le coronavirus, qui après évolué, il change de nature, on n'a jamais pu créer un vaccin. Mais quand on prend l'historique, on prenait les explicatifs du coronavirus, c'était... il provoque des grippes, etc., des situations de stress respiratoire, etc., pour ensuite devenir la maladie la plus monstrueuse du siècle, et on a vu tout le narratif changer. Et je voudrais terminer sur un point qui est très important, c'est l'histoire de la zoonose. Parce que la question de la zoonose, elle est merveilleuse. Une minute, hein. Une minute. Vas-y. Quand on a dit que le pangolin, c'était Wang Xinli, dans son rapport du 2 février 2020, qui est mandaté par l'État chinois, il va dire il faut que ce soit pas du tout un labo. Et alors là, qu'est-ce qu'on a? On a les chauves-souris, qu'on trouve dans une caverne à 1100 km de Wuhan. Et on dit, ben voilà, ils ont la TGA13, et on retrouve la TGA13 à 70% dans l'examen de spectrométrie de ce virus. Or, les chauves-souris, la caverne est Wuhan, 1100 km. Une chauve-souris ne peut pas faire plus que 250-260 km pour aller à la chasse dans la nuit. Donc, aller-retour. Ça veut dire qu'aucun pangolin aurait pu être touché par la fameuse chauve-souris de la grotte de Wuhan. Et là aussi, dénicher le mensonge. C'est, quand je l'ai dit, les gens ont souri, ont compris. Mais trouver ce type de mensonge-là permet de casser le narratif. Parce que c'était dit d'une manière tellement technique qu'il faut y penser. Que la chauve-souris ne peut pas faire plus. Et que donc, c'était une connerie monumentale. Et d'ailleurs, il a suffi d'aller regarder qu'elle avait trouvé la TGA13 à 680 séquences. À la 685, on avait les fameuses insertions que le professeur Montagnier, qu'en 1983 fait partie de l'Institut Pasteur et qui découvre avec un autre le fameux VIH, pas le découvre. Il donne une vraie configuration scientifique, parce que la question du VIH, même antérieure 1983, en termes de connaissance de ce type de pathologie. Mais ce qui est très important, c'est qu'on parle d'insertion, et on a 5 aminoacides, et on retrouve les 5 dans la séquence 685. J'ai hâte Merci de à voir toi. la réponse de Maluret à ce que tu viens de dire.